Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. Comme tous les dimanches désormais, vous le savez, on va analyser votre samedi rugby pour coller à l'actualité du top 14. Avec moi pour l'analyser aujourd'hui, on retrouve Jérémy Fada. Salut Jérémy. Salut Baptiste. Et on retrouve également notre correspondant depuis la capitale, Marc Duzan. Salut Marco. Salut Baptiste. Bon, on commence tout de suite avec l'enseignement du week-end. L'enseignement du week-end, c'est que le Racing est très inconstant, mais ça suffit pour coller au train des gros pour l'instant, Jérémy. Ouais. Après, c'est vrai que c'est l'enseignement un petit peu du week-end. Le Racing qui avait gagné à Toulon après un match assez plein, quoi, maîtrisé. On se disait, ça y est, la saison du Racing, elle est définitivement lancée. Et puis hier, le Racing tombe à domicile face à Montpellier. Et sur le contenu, il n'y a pas grand-chose à dire. Et cette équipe du Racing qui s'avance comme une des favorites, évidemment, sur le papier, aujourd'hui, c'est le mot, l'inconstance. Elle fait preuve de beaucoup trop d'inconstance pour suivre le rythme et du Stade Toulousain et de l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour suivre les deux cadors. Marc, ton avis? Ouais, mais cette équipe du Racing, elle est toujours rongée par le même mal, hein, c'est-à-dire qu'elle souffre toujours quand même en mêlée fermée. Hier, les Racingmen n'ont pas vraiment été sereins en mêlée fermée. Elle fait tomber des ballons au contact. Elle est fragile. Elle est pas sereine ni aussi dominante qu'elle ne l'a été en début de saison dernière, par exemple. Après, Non, mais il faut savoir que le Racing a de vraies circonstances atténuantes. Il y avait 14 blessés hier, dont des joueurs très importants comme Camille Chat ou Teddy Thomas. Voilà, enfin, le Racing sera bien meilleur une fois passé les tests de novembre, j'en suis convaincu. Et une fois que la Coupe d'Europe démarrera, puisque le pic de forme des Racingmen, traditionnellement, il est prévu à cette période de début de la Coupe d'Europe. Ouais, Vas-y, Jérémy. Non, je dis, il n'empêche, sur le papier, l'équipe, elle avait fière allure, hein, alignée par les ciels et blancs hier, même s'il manquait, comme Marco l'a dit, quelques mecs, notamment au talon. Non, ce qui est dommage, voilà, ils gagnent d'entrée au Stade français, on se rappelle, on se dit, ça y est, ça va tourner le Racing, et puis derrière, c'est moyennasse. Il y a ce match, il y a eu des signes avant-coureurs, il y a ce match contre Perpignan, un jour où Perpignan fait tourner. Le Racing, il y a deux doigts de lâcher des points à domicile. Je crois qu'il gagne que 17-14 face à une USAP en bas du classement et vraiment remodelé ce jour-là. Là, bon, ça va gagner à Toulon. On se dit, allez, c'est lancé. Et bam, ça s'écroule derrière contre Montpellier. On a du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'il y a, comme le dit Marco, toujours ces problèmes récurrents en conquête, devant. Ouais, on le dit tout le temps, on peut refaire le rugby autant qu'on veut. Hein, quand on est dominé devant, c'est plus dur de gagner des matchs. Ouais, Qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque au Racing en fait? Mais le Racing s'est déjà penché sur le sujet. Hein. Il manque un gros pilier droit, un Winnie Antonio, un Tami Funa. Voilà, mais ils se sont penchés sur le sujet. Je crois qu'ils ont des discussions avec Franz Malherbe, le droitier des Springboks. Ils ont des discussions avec Harry Williams, le droitier d'Exeter. Il y a plusieurs dossiers qui avancent au Racing, hein, mais pour l'instant, cette équation du droitier, ils ne l'ont pas encore résolue. Alios, Georges-Henri Colombe, le Géorgien Kerashvili, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre ces joueurs. Aucun d'entre eux ne s'est imposé. Ce sont trois joueurs talentueux, hein, il n'y a pas de souci, mais il manque de vis. Ils n'ont pas encore le cuir suffisamment fait pour ce niveau de jeu. Et donc voilà, une fois que cette équation sera résolue, l'an prochain, visiblement, j'imagine que le Racing ira beaucoup mieux. Jérémy, est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur l'analyse du match de la semaine dernière, justement, entre Toulon et Racing, où les Racingmen ont quand même été dominés, mais hyper pragmatiques pour finalement s'imposer sur la rade? Ouais, mais j'ai envie de te dire, Baptiste, que c'est souvent vrai à l'extérieur. Voilà, alors on peut toujours dire oui, Toulon est convalescent, Toulon est malade, certes. Il faut y aller gagner à Mayol quand même. Hein. Et le Racing, alors pragmatique ou pas, tout ce qu'on veut, le Racing fait le match parfait à l'extérieur la semaine dernière au RCT et ne vole absolument pas sa victoire. Alors est-ce que le Racing aujourd'hui n'est pas en mesure de reproduire ça dans son arena à domicile quand il faut mettre peut-être plus de volume Voilà, vous voyez la ligne de trois quarts du Racing, il n'y a aucun doute sur le fait que si cette équipe est un peu plus dominante en conquête, un peu plus dominante devant, ça va partir dans tous les sens. Même si, attention, il y a des interrogations. Et bon, je ne suis pas le seul à me les poser, mais c'est vrai que, par exemple, l'état de forme de Virimi Vakatawa, moi, commence à, allez, pas m'inquiéter, mais à m'interroger un peu. Ce joueur qui est absolument génial, qui est tellement dominant, qui fait tellement de différence
Là, on va aborder les tests de novembre. J'ai vu 4-5 matchs du Racing depuis le début de saison. Je ne reconnais pas Vakatawa. Autant Ficou, depuis le début de saison, je l'ai trouvé en forme. Autant Vakatawa, je ne le reconnais pas. Mais bon, c'est un autre problème. On y viendra juste après d'ailleurs. Pardon ? On y viendra juste après d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, hein, par rebond, on va l'aborder. Il n'empêche, sur le papier, le Racing, il a tout pour plaire, quoi. Alors, certes, il manque peut-être ce pilier droit, comme dit Marco, un garçon comme Pesanti qui est venu pour apporter un petit peu plus de méchanceté, j'allais dire, dans ce pas, qui se blesse, c'est un vrai coup dur. Il n'y avait pas forcément de numéro 8 qui se dégageait, mais là, Tanga fait quand même un gros début de saison. Dans une semaine, alors même ces week-ends de doublon, il n'y aura pas les internationaux des deux côtés, mine de rien, on a un Racing-Toulouse qui va être intéressant à voir quand on connaît la dynamique des Toulousains, même privés de peut-être 10 joueurs. Va falloir se faire violence du côté du Racing parce que Toulouse aura beaucoup moins de pression parce qu'ils ont engrangé déjà pas mal de points. Le Racing comptera, je crois, une vingtaine d'absents, hein, puisque les 2 Géorgiens ne seront pas là. Ça s'ajoute aux 13 blessés ou 14 blessés actuels. Les internationaux français ne seront pas là non plus. En revanche, Finn Russell a été libéré par l'Écosse et pourra disputer le prochain match contre Toulouse. C'est une bonne nouvelle dans la situation actuelle. Et d'ailleurs, un truc qui sera sympa à regarder, c'est, je pense, que et du côté de Toulouse et du côté du Racing, mercredi midi ou mercredi après-midi, quand on va connaître les 14 noms libérés par Fabien Galtier, parce qu'on rappelle que le staff du 15 de France va protéger 28 joueurs le week-end prochain qui ne pourront pas jouer en top 14, mais 14 seront libérés. Mine de rien, s'il y a des Racingmen ou s'il y a des Toulousains, ça peut avoir une vraie influence sur ce match. Ça changera des choses. En effet, Jérémy, on va passer à la thématique suivante. Donc, on va parler du 15 de France. On a commencé à le faire déjà. C'est l'actualité chaude du moment. Le 15 de France avec ses 2 numéros 10, tout le monde en parle, Jalibert, Ntamak. Faut-il les associer? Les associer, est-ce une bonne ou une mauvaise idée, Marc, selon toi? Écoute, moi, je suis absolument fan de l'association Ficou Vakatawa, pardon, que je vois évoluer au Racing depuis quelque temps. Je rejoins Jérémy sur le fait que Vakatawa traverse une mauvaise passe depuis quelques semaines. Il n'en reste pas moins. Enfin, moi, je pense que Virimi Vakatawa c'est un peu rangé pour préparer ses tests d'automne de façon plus sereine et qu'on va retrouver le grand Vakatawa pendant la tournée de novembre. Tamako centre, moi l'idée d'un 5-8e, ça ne m'emballe pas. Quand on a une paire de centres comme Fiku Vakatawa, je ne vois pas pourquoi on se ferait des nœuds au cerveau et pourquoi on la reconduirait pas match après match, quoi. Donc, ouais, c'est quoi le problème en fait? Il faut ménager l'ego de Jalibert et le mettre titulaire dès le premier match. On a peur quoi de le vexer, de le froisser. Si on estime que Jalibert est le meilleur, mais qu'on le mette en demi d'ouverture et qu'on mette Tamac sur le banc à ce moment-là, quoi. Je sais pas, on se fait des nœuds dans la tête pour pas grand-chose. Le souci, c'est qu'on a 2 très grands joueurs au même poste. Jérémy, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette association? Alors, c'est bien, on va avoir un vrai débat parce que je suis pas du tout sur la même longueur d'onde que Marco. Moi, je pense pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je pense que c'est une excellente idée. Pour la petite anecdote, j'étais hier soir à Toulouse-Castres. Les 20 ou 25 dernières minutes, Romain Ntamak les a terminés en numéro 12. C'était Antoine Dupont à l'ouverture. Quand on sait que le staff de l'équipe de France et le staff des clubs discutent pas mal, on peut se douter que Fabien Galtier et Laurent Labitte ont échangé quand même ces derniers jours avec Hugo Mola et Clément Poitrenaud sur ce sujet. Je pense aussi qu'avec les nouvelles règles, notamment 50-22, c'est pas un luxe quand même d'avoir un 5-8e sur le terrain pour mettre du pied. Ensuite, il y a leur état de forme. Au-delà des caractères de ces garçons, qui sont capables d'assumer le jeu, qui fort tempérament, leur état de forme. Ils sont resplendissants depuis le début de saison, les deux, que ce soit avec Bordeaux ou avec Toulouse. C'est dommage de se passer quand même d'un des deux. Et surtout, le dernier point, c'est que les blessures combinées d'Arthur Vincent et Gabin Villière changent beaucoup de choses. Arthur Vincent, c'était quand même plus qu'un remplaçant. C'était le 16e homme dans l'esprit du staff de l'équipe de France, avec cette assurance touriste de le mettre au centre pour décaler Ficou à chaque fois à l'aile. Gabin Villière, aujourd'hui, on ne va pas trahir un secret, c'était le choix numéro 1 à l'aile. Alors aujourd'hui, on a la chance, il est blessé, on a la chance d'avoir Damien Penaud qui revient à son meilleur niveau, il sera à une aile. Qui est-ce qu'on met à l'autre aile? Franchement, est-ce qu'on lance les novices Mathis Lebel ou Donovan Taofi Finois, qui tous les deux n'ont pas fait un début de saison exceptionnel non plus? Vincent Rattez, il est revenu, mais il est là un petit peu par défaut sans lui faire offense. Non, la solution de facilité, qu'on le veuille ou non, c'est de décaler soit Gaël Ficou, ce qu'on a souvent fait, soit même Virimi Vakatawa. Pourquoi pas? Vakatawa, il a déjà joué à l'aile. Hein.
en équipe de France, et aujourd'hui, on le trouve moins en forme, même si Marco n'a pas l'air d'accord. Mais en tout cas, de décaler Gaël Fickou, il l'a fait souvent. Et on associe Jalibert Ntamak. Ntamak, il a très souvent joué numéro 12. Il connaît ce poste. Moi, ça me paraît aujourd'hui, au vu du contexte général, pas loin d'être une évidence. Alors, qu'est-ce que tu fais de Virimi Vakatawa? Il y a un an, on le considérait à juste raison, comme le meilleur trois quarts centre de la planète, meilleur que dans le Black, meilleur que les Australiens ou les Sudaf. Aujourd'hui, on va le ranger à l'aile ou le ranger hors du groupe. Enfin, non, moi, Non, ça me paraît irréel. Et Fabien Galtier, qui est plutôt traditionnaliste dans ses positions d'équipe, souvent été traditionnaliste, moi, je le vois mal se passer de Virimi Vakatawa. mais, Enfin, mais alors, Marc, si on associe Ntamak et Vakatawa au centre et que Gaël Fickou est décalé à l'aile, comme ça s'est passé, mais à maintes reprises depuis le début de l'ère Galtier. ouais, enfin, Ficou, moi, je l'ai toujours trouvé meilleur au centre et plus utile au centre qu'à l'aile. Hein, mais Alors, je ne suis pas en total désaccord avec toi là-dessus. Je pense qu'il est meilleur au centre. Il n'empêche la fameuse maxime de mettre ses meilleurs joueurs, et surtout les meilleurs selon la forme du moment, ensemble sur le terrain. C'est pas une mauvaise idée non plus. Ah, je vais presque réussir à le convaincre. En tout cas, il y a un vrai débat, messieurs, pour dévier un petit peu. On sait que les 3 matchs de la tournée vont être abordés de la manière suivante. On aura l'Argentine en premier, la Géorgie en second et la Nouvelle-Zélande en troisième. L'Argentine, on verra peut-être 1 ou 2 tests, mais une équipe pas loin d'être l'équipe type. La Géorgie, une vraie rotation pour préparer sereinement les All Blacks. Est-ce que c'est pas le moment ou jamais pour tester s'il faut tester quelque chose, est-ce que le match contre l'Argentine, c'est pas le moment ou jamais? Si je peux commencer, ce qui est vrai, si on reparle notamment de l'association Jalibert Ntamak, c'est vrai que si on le fait pas maintenant, en tout cas, s'ils ont dans l'idée de le faire, ça on peut pas savoir. Nous, les infos qu'on a, parce qu'il y a notre avis, bon ok, mais je pense pas que Fabien Galtier se base beaucoup sur notre avis. Et Marc et moi, on travaille quand même un petit peu sur le 15 de France. C'est un bruit qui nous revient quand même depuis le début de semaine. Voilà, c'est une information plus Plus qu'un qu'un bruit. bruit, hein. On sait que ils ont l'idée. C'est vrai que vu le contexte que j'ai présenté avant avec les blessés, etc., si on ne le fait pas maintenant, ça m'étonnerait qu'on le fasse d'ici le mondial 2023. Après, pour la configuration de la tournée, on aura l'équipe type contre l'Argentine et on aura l'équipe type contre la Nouvelle-Zélande. Il n'y a que 6 jours entre la Géorgie et la Nouvelle-Zélande et il y aura tous les autres joueurs qui joueront contre la Géorgie. En gros, c'est ça. Ceux qui seront titulaires contre la Géorgie, ils ont très peu de chances d'être titulaires la semaine d'après contre la Nouvelle-Zélande. Marco, le mot de la fin pour ce débat. ouais, l'Argentine, par nature, c'est un match piégeux, un match difficile. Ouais. On les connaît, les Argentins. Moi, je ne vois pas Fabien Galtier et son staff faire des expérimentations contre l'Argentine. Après, je peux me Ok. tromper, mais non, je vois le 15 de France aborder l'Argentine avec l'équipe qu'on a plus ou moins connue ces derniers mois, Ntamak, Fickou, Vakatawa. Même s'il y a peut-être juste une petite interrogation, Marc, ça sera sur la composition de la troisième ligne, en l'absence notamment de Charles Olivon et le retour de François Cros, qui a plus joué en équipe de France à cause des blessures depuis un an. Mhm. Franchement, qui est partant certain à part Aldrid dans cette troisième ligne? Je pense que Cros Ouais. y sera, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite interrogation sur la composition de cette troisième ligne aujourd'hui. Et on ne manque pas de talent à ce poste-là. Et voilà, hâte de découvrir la composition du 15 de France. On clôt ce débat dans des mollets débats, mais évidemment, il va continuer dans les jours à venir jusqu'au match France-Argentine. On va passer à vos coups de cœur, coups de gueule. Et on va commencer avec ton coup de cœur, Marc, pour Paul Villemc. Ouais, écoute, Paul Villemc, il a connu un début de saison assez difficile. Hier, il fêtait sa première titularisation de la saison à l'Arena. Il a été formidable. Il a asséné quelques caramels extraordinaires. Je le revois sécher Oui, on les a en Gaël tête. Fickou Oui. qui allait marquer un essai tout fait. Hein. Il le sèche à 2 mètres de l'embut. Il en a fait 2 ou 3 des comme ça qui étaient assez spectaculaires. Il a été costaud en mêlée, très bon balle en main. Donc, Villemc, il est prêt au bon moment. Alors, il faut savoir que le staff des Bleus se pose quand même beaucoup de questions par rapport à Villemc, puisqu'il il est pas il répond peut-être pas à tous les standards du rugby international, dans le sens où il est pas longiligne, il se déplace pas autant que ne se déplacent des Brody Retallick, des Eben Etzebeth. Donc le staff des Bleus se pose la question de savoir si Villemc sera le titulaire en Coupe du Monde ou pas. Hein. C'est pour ça que Thibaut Flamand et d'autres, Berag, etc., le Montpellierin,
seront essayés. Hein. Mais en tout cas, Villemze a prouvé hier qu'il restait probablement le meilleur numéro 5 du championnat à l'heure actuelle. Ouais, et puis oui, pour juste terminer sur ce sujet, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, surtout, Marc, on n'a pas finalement pléthore de ressources sur le poste de numéro 5. Il y a du monde très bon en deuxième ligne, mais tu vois, les noms que tu cites, c'est beaucoup de profils de sauteurs-coureurs. Ouais. Et ce fameux numéro 5 qui nous cale la mêlée, derrière Villemc, il y a peut-être Romain Taofifinola, oui, Voilà, ouais. mais on n'a pas, pléthore de candidats. Alors que Villemc soit en forme, ce que me dit Marc, je trouve que c'est hyper rassurant quand même. Ah ouais. Exactement. Et on va passer à ton coup de gueule, Jérémy, maintenant. On a vu hier un phénomène à 2 reprises assez particulier. Ouais, c'est ces fameuses passes dans l'embut pour faire plaisir. Alors, soit pour faire plaisir aux potes, soit pour aller gagner 2 mètres, pour marquer plus près des poteaux. Alors qu'un joueur, en rentrant dans l'embut, essaye individuellement d'aller se rapprocher des poteaux. Ça existe depuis la nuit des temps pour assurer une transformation plus facile à son buteur. OK. Mais alors, on a vu Sekou Makalou qui fait une passe à Arthur Covil, alors qu'il y a quand même un défenseur juste à côté. Covil avait marqué. On a vu à Clermont, c'est Damien Penaud, je crois, qui essaye de donner le ballon à Raka pour qu'il s'offre un triplé. Et Raka, en plus, le refuse le ballon, donc il ne peut pas le prendre. Finalement, Penaud, heureusement, le garde et finit par marquer. Ça aurait pu être la catastrophe sur l'une et l'autre de ses actions. Alors pour Clermont, c'était fin de match, ça aurait eu moins de conséquences, même s'ils peuvent perdre le bonus offensif, je pense. Il n'empêche, mettez-vous dans la tête de Gonzalo Quesada. Imaginez Makalou qui rate cette passe ou Covil qui tombe le ballon. À la fin, ça finit des miettes d'écart au score entre les deux équipes. Si Stade français perd là-dessus, nous, dans les journaux, on dit oui, Gonzalo Quesada en danger, machin, mais qu'est-ce qu'il y peut, Gonzalo Quesada, que son joueur va faire une passe dans l'embut qui... Enfin, je veux dire, on est dans l'embut, on aplatit, quoi. Ouais. On s'amuse pas à ce genre de babal, quoi. Donc, ouais, c'est un petit coup de gueule. Messieurs, s'il vous plaît, soyez pragmatiques. Et puis ça peut même avoir un petit côté provocateur parfois, si, comme à Clermont, si le score est fait, par exemple. Et ouais, On et en va... plus là, on parle de 2 formidables joueurs, quoi. Damien Ouais. Penaud, Sekou Makalou, qui sont extraordinaires sur les dernières semaines. Mais voilà, messieurs, ben voilà, vous êtes exceptionnels, allez marquer, quoi. Ouais. Très bien. On va finir l'émission comme toujours avec le prono. Ce soir, La Rochelle reçoit Toulon. C'était d'ailleurs la une du Middle vendredi avec le danger autour de Patrice Colazo. On saura ce soir s'il est maintenu ou pas à la tête de son équipe. Marc, on va commencer par analyser le début de saison Rochelais. Ça va mieux pour La Rochelle? Oui, ça va mieux. De ce que je comprends, La Rochelle va aligner ce soir et pour la première fois son équipe type avec l'axe droit Antonio Skelton, avec Vito et Aldrit associés au même moment en troisième ligne, Dulin à l'arrière et Danti que l'on attend en super forme avant le début des tests internationaux au centre. Enfin, ouais, cette équipe, elle a de la gueule. Rajouter cela à Botia un jour et puis, enfin voilà, c'est vraiment costaud, c'est vraiment épais. Donc, moi, je vois très mal comment Toulon pourrait s'imposer là-bas. Même si Toulon, depuis que Duncan Payoa, le centre australien, est revenu, ça va un petit peu mieux dans l'animation offensive. Toulon, comme le Racing, hein, ça reste quand même fragile, un peu aléatoire, inconstant. Ouais, moi, je vois La Rochelle largement favori, qui plus est dans un stade plein jusqu'à la gueule et chaud bouillant comme on peut le connaître lors des soirs de grands matchs. Alors, juste avant que tu rebondisses, Jérémy, on va donner la composition des Rochers parce que tu as commencé à en parler, Marc. Il y aura donc Priso, Bourgarit, Antonio, une seconde ligne Sazi, Skelton, une troisième ligne, comme tu l'as dit, Vito, Aldrit, également Kevin Gourdon. On retrouvera à la charnière Kerbarlow et West, au centre Danti et Saint-Zel. Aux ailes, on retrouve Arthur Retière et Jules Fèvre. Et à l'arrière, Brice Dulin, comme tu le disais. Voilà, c'est le retour de la composition quasiment type pour La Rochelle. Jérémy, ton avis sur ces deux équipes? Ouais, j'aime bien créer des débats avec Marc, mais là, là, il n'y a pas de débat. Ça va être dur. À vrai dire, même si le début de saison Rochelais, il a été décevant, on n'était quand même pas vraiment inquiet pour cette équipe parce qu'il y avait un certain fond de jeu qui était toujours là. Il y a peut-être eu un petit peu le traumatisme de l'année dernière, de finale perdue à digérer. Le départ de Jono Gibbs, ça a rebattu un petit peu les cartes, mais ne serait-ce que le premier match de la saison contre le Stade Toulousain, pendant 1 heure, le Stade Rochelais est dominateur. Donc, on savait que la dynamique, elle allait très vite revenir. Et je rejoins Marc, quoi. Quand on voit l'équipe, alors il manque peut-être Pierre Poplin, moi que j'aime beaucoup, hein, ce jeune joueur à l'ouverture, de l'animation, etc. Il manque Dylan Leeds, 2-3 mecs comme ça. Mais
franchement, c'est une équipe sublime, quoi. La troisième ligne, elle est exceptionnelle. Donc j'ai du mal à imaginer les Toulonnais aujourd'hui en manque de garantie, de confiance, de certitude, aller embêter cette équipe rojelaise qui, franchement, depuis 3 semaines est sur une dynamique positive. Vous voyez, même le match la semaine dernière à Brive, Ouais. accroché, etc. Ils ont su le gagner, quoi. Ouais, La 6 marque à des 8. grandes équipes, c'est même le jour où ils n'arrivent pas à planter, à mettre au fond. Ils le gagnent, ce match. Ce qui n'aurait peut-être pas été vrai un mois plus tôt. Par contre, il faut remarquer quand même que alors, Bernard Lemaître a déjà dit avant le match que quoi qu'il arrive, Patrice Colazo serait toujours en poste. Hein, donc, voilà, on va le croire, même s'il avait dit qu'il voulait faire un bilan après ce match à La Rochelle. Ouais. N'empêche, si Toulon perd ce soir, Toulon sera 13e du championnat. Ouais. C'est pas rien. Voilà. On arrive après 8 journées, un tiers quasiment du championnat. Si on voit Toulon 13e, c'est marquant quand même. Mais oui, je vois une victoire de La Rochelle. Très bien, donc, la composition côté toulonnais avec Jean-Baptiste Gros, Gigashvili et Kieran Brooks en première ligne. Une seconde ligne Nakarawa, Alain USA. Une troisième ligne Rebadge, Isa et Ori. À la charnière, Blanc et Bello. Ozel Vanicolo et Gervais Cordin. Au centre, Payewa et Sal. Et à l'arrière, Emeric Luc. Oui, voilà, juste pour, parce que c'est aussi un sujet d'actualité, on a commencé à en parler. Voilà, Patrice Colazo risque d'être 13e avec ses Toulonnais ce soir. Vous attendez à rien de particulier, Marc, après la rencontre, même s'il y a une défaite, même si elle est lourde? Ouais, alors attends, tu parlais de la composition d'équipe des Toulonnais. Moi, je suis pas toujours fan des improvisations de Patrice Colazo Ouais. dans ses compositions d'équipe. Ça n'engage que moi. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien ce pari tenté avec Gigashvili au poste de talonneur, avec 3 piliers en première ligne. Quand on connaît la puissance de Gigashvili en mêlée fermée, ça pourrait peut-être poser quelques soucis à la mêlée rochelaise, une des meilleures du championnat. Après, il faut voir comment Gigashvili se débrouille au lance. Écoute, là, j'ai pas Ça, de c'est vidéo. inconnu. On n'était pas à l'entraînement. Hein. Non, voilà. Écoute, il doit avoir certaines garanties, Patrice Colazo. Est-il en danger ou pas? Écoute, de ce que je comprends, Patrice Colazo est quand même le garant d'un projet à long terme, d'une vision qui porte sur 5 voire 10 ans. Son contrat est blindé de chez blindé. On parle d'une durée de 5 ans, je crois. Hein. 2025, je crois. Ouais, ça coûterait une fortune, même si Bernard Lemaître a les reins solides, même si on dit Bernard Lemaître milliardaire, ça fait une fortune de licencier Colazo. Pour prendre qui derrière? Est-ce que c'est toujours pareil, quoi. En début de Non, saison moi, encore. si Bernard Lemaître dit que Colazo a toujours sa confiance, je suis enclin à le croire. Je ne suis pas persuadé que Colazo joue sa tête sur le match. Non, qu'il soit fragilisé aujourd'hui, c'est une évidence. D'ailleurs, voilà, il y a des remaniements quand même dans le staff. On a l'arrivée de Frédéric Michalak qui va intégrer ce staff au mois de décembre. On entend des bruits sur d'autres remaniements. Donc ça veut dire qu'il cherche à changer quelque chose. Visiblement, si on en croit Bernard Lemaître, ce ne sera pas à la tête de Colazo qui tomberait en cas de décision forte. Après, on en a vu d'autres dans ce milieu. Oui, des revirements aussi rapides. Allez, très bien, merci beaucoup, messieurs. On a compris, vous voyez donc une victoire rochelaise avec une inconnue, c'est ce Gigashvili pilier replacé au talon. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait cette émission avec moi. Merci, Merci à toi. Bonne semaine bon dimanche soir de rugby à tous et bonne semaine avec Rugby Rama et MidiOlympique.fr. Au revoir.